J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hyundai, le constructeur sud-coréen, l'un des plus célèbres constructeurs automobiles au monde, parmi les 10 plus gros producteurs de voitures au monde à travers le monde, et une marque extrêmement célèbre en Algérie, comme les marques sud-coréennes, auparavant Daewoo et puis Kia, etc. Hyundai, extrêmement prisé par les Algériennes et les Algériens, devrait pouvoir plutôt assembler et produire des véhicules à nouveau en Algérie. L'annonce a été faite depuis pratiquement plus d'une année. Alors, reprenons la chronologie des événements. Le 19 mai 2025, les autorités algériennes nous apprennent qu'un feu vert officiel a été donné au groupe Hyundai qui s'est associé avec des Omanis, depuis Oman, pour commencer à produire des véhicules en Algérie. Le 19 mai 2025, le Hyundai a obtenu donc l'agrément pour fabriquer des véhicules en Algérie, à travers une rencontre officielle qui a réuni des responsables du nouveau groupe Hyundai et ses associés Omani avec des responsables du ministère de l'Industrie. C'était le 19 mai 2025. Auparavant, en plein conseil des ministres, Hyundai Algérie a bénéficié d'une... c'était en mars 2025, je crois, puisque à l'époque, c'était toujours des représentants du groupe Omani intermédiaire de Hyundai en Algérie, ont rencontré donc des responsables du ministère de l'Industrie pour affirmer que le projet est en train d'avancer. Le projet a été annoncé le 24 janvier 2025. Oui, le groupe Omani Saoud Bahwan ont fait croire, ont annoncé, nous ont promis un investissement de 400 millions de dollars pour la réalisation d'une grande usine devant produire des véhicules Hyundai à prix abordable destinés au marché algérien et au marché africain. L'emplacement de cette usine n'a pas été précisé, mais le 9 mars, le ministre de l'Industrie, Seyfi Ghrib, avait reçu une délégation du groupe Omani et ses représentants et des représentants du Hyundai pour parler de ce projet, sans donner des détails, à l'exception, on a parlé de véhicules low cost dès fin 2026 qui seront produits et assemblés en Algérie. Donc, on attend toujours ce projet. En appelant, de cela 3 jours, que les Hyundai Algérie avec ses associés, le groupe Omani Bahwan, vont commencer par importer avant de commencer par produire. Comme par hasard, Hyundai donc ont été autorisés à importer des véhicules. En Algérie, ça date l'information, ça date de la fin du mois de juin. Donc, comme on a fait pour Fiat en 2023 en 2024, l'Algérie applique une politique qui peut être intelligente et intelligible, c'est-à-dire que les investisseurs qui choisissent et qui acceptent de venir investir en Algérie pour monter des usines de montage de véhicules et d'assemblage de véhicules seront permis d'importer un certain quota de véhicules depuis l'étranger. C'est-à-dire qu'ils pourront ramener leurs voitures depuis l'étranger pour commencer à les commercialiser en attendant de lancer leur production. Donc on devait... Sauf que, jusqu'à maintenant, le groupe Bahwan Omani avec Hyundai ne parlait que d'investissement. Il ne parlait pas d'importation. Mais c'est pas grave. Laissons-les importer en attendant que ça commence. Mais ok, nous sommes au mois de fin juin 2025. Et ils ont obtenu leur agrément au mois de... on va dire au mois de mai. Voilà, au mois de mai 2025. Un mois et demi, pratiquement un mois plus tard, il n'y a toujours rien qui a filtré sur où va se situer, où va se trouver cette usine, quel sera le site qui va l'abriter, combien d'employés et surtout qui va financer. Alors, au départ, on parlait de 400 millions de dollars. Maintenant, certaines sources qui citent le groupe Bahwan, qui est le représentant, c'est le groupe étranger qui a réintroduit Hyundai en Algérie, on parle maintenant de 200 millions de dollars. Donc 200, 400, on ne sait pas. On ne sait plus rien sur ce projet. On ne sait pas, est-ce que les Omanis vont ramener leur argent ou est-ce qu'ils vont bénéficier, comme malheureusement beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent en Algérie, ils nous vendent des rêves, mais à la fin, ils ramènent 0 capitaux, ils ramènent 10% des investissements initiaux annoncés, ils prennent 90% en crédit auprès des banques algériennes. C'est finalement l'Algérie qui finance cet investissement. Alors pourquoi on a besoin d'un investisseur étranger s'il faut, ce sera l'Algérie à travers ses banques qui va financer cet investissement. Donc pourquoi on a besoin de ces étrangers? En fait, le problème, c'est que Hyundai il revient avec un groupe étranger, Bahwan, qui est une famille d'oligarques de Oman, qui sont extrêmement sulfureux et qui risquent malheureusement de
propager, de diffuser la grande corruption dans notre pays. Et je vais vous raconter leur histoire. Mais avant, juste un petit rappel que Hyundai avait déjà une usine en Algérie. C'était la deuxième usine après celle de Renault inaugurée en 2014, octobre 2016, avec le milliardaire algérien Wahid Tahkout. Hyundai avait lancé une usine à Tielt qui avait commencé à produire et à assembler. Au départ, dans des circonstances très controversées, parce que c'était l'assemblage primaire. Mais petit à petit, jusqu'à 2019, début de l'année, début de la crise politique, Hyundai Algérie à Tielt a commencé à s'implanter et à devenir pratiquement le deuxième assembleur ou monteur de voitures en Algérie après Renault. Et elle a pris sa part de marché. Malheureusement, Wahid Tahkout a été emprisonné, considéré comme le mal absolu, le plus grand corrompu absolu, le plus grand salopard de l'histoire de l'Algérie. On lui a tout mis sur le doigt et on l'a mis en prison, on a cassé son groupe et on a fermé l'usine de Tielt, qui devait recommencer par l'État. L'État devait la reprendre en 2022 et en 2023. Il n'a pas pu la reprendre, ils n'ont pas trouvé un monteur, ils n'ont pas trouvé les manières, le mode de gestion. Elle a été abandonnée. Maintenant, Jawli Oumani pour réintroduire Hyundai. Mais qui sont-ils ces Oumani? Est-ce que ces Oumani ont de l'expérience? En fait, le groupe qui est derrière cet investissement, pour le moment, dont on ne sait absolument rien, est-ce que c'est un investissement ou rien, c'est Saoud Bahwan. Saoud Bahwan, c'est exactement le Tahkout. Comme Tahkout. Saoud Bahwan, c'est le Tahkout de Oman. Sauf que à Oman, les équivalents de Tahkout, on les met pas en prison. On les protège, on les soutient, on les encourage à investir, on les encourage à agrandir leur fortune et on les encadre pour ne pas dévier du droit chemin, pour ne pas menacer les intérêts du pays, pour ne pas franchir une certaine ligne rouge. Ils sont encadrés. Saoud Bahwan, c'est exactement l'équivalent de Wahid Tahkout à Oman. Les Bahwan sont deux frères qui connaissent que Saoud Bahwan ne connaît pas très bien l'Algérie. C'est son frère Souhid Bahwan qui connaissait l'Algérie et qui est plus riche que Saoud Bahwan. Les Bahwan, je vais vous raconter leur histoire brièvement. Les Bahwan, alors il y a Saoud et Souhail. Saoud pèse presque 2 milliards de dollars de fortune. Souhail, plus riche que Saoud, il pèse plus de 3 milliards de dollars. Le plus connu, c'est Souhail. Souhail, c'est lui qui a commencé en pratiquement 1965. Les deux sont âgés aujourd'hui de plus de 80 ans, sont très âgés. Maintenant, c'est leurs enfants qui s'occupent de leur famille, de leurs affaires. Et ils ont commencé Souhail comme ils sont les deux fils. Leur père était commerçant et ils étaient spécialisés dans le filet de pêche. Oman, c'est contrairement aux autres pays du Golfe, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz. Mais comme les autres pays du Golfe, avant le pétrole et le gaz, ils étaient leur première activité pour survivre et était la pêche. La pêche parce que voilà, la pêche, notamment la perle, etc. C'est des eaux très poissonneuses, le golfe de Amman, etc. C'est la pêche. Au moins, ils ont commencé dans la pêche. Mais il se trouve que début des années 70, les deux frères Bahwan étaient adoptés, comme ils sont issus d'une famille de... Ils ont réussi dans l'activité commerciale, mais ils ont réussi modestement. Le sultan, à l'époque, Qaboos ibn Saïd, les années 70, il a décidé de lancer la modernisation économique de Oman et de profiter du voisinage, de la proximité de Oman avec les monarchies du Golfe qui étaient plus riches. Il n'a pas beaucoup de pétrole. Oman, non. Ils ont très faible quantité d'hydrocarbures par rapport aux Émirats, au Koweït, au Qatar, à l'Arabie Saoudite, etc. Ils se sont dirigés vers une économie, vers le commerce. Ils ont dit, nous, on n'a pas le pétrole et le gaz, mais on va développer le tourisme, c'est un pays très touristique, et on va développer le commerce, et on va développer surtout les activités de services, une économie basée sur les services, pour profiter des pays du Golfe. Ils ont un marché commun, elle est introduite, Oman, elle fait partie du conseil des pays du Golfe, et donc, elle veut profiter des investissements éventuels, de l'argent de ses voisins, pour développer une économie de services et pour développer le tourisme et pour développer surtout une économie un peu résiliente, qui essaie d'être le plus résiliente possible. Donc Oman, je rappelle, c'est un petit pays. C'est combien? Ils n'ont pas de pétrole et de gaz, mais comme c'est une population de 5 millions d'habitants, avec une économie basée sur le tourisme et les services, c'est possible de se débrouiller, de survivre. En plus, leurs voisins,
ils essaient de les aider. Il y a des investissements importants de la part des pays voisins. Donc, comme les hydrocarbures ne sont pas donc la première richesse du pays, ou une grande richesse, ou une richesse importante, encore une fois, ils ont des réserves de pétrole et de gaz, mais qui sont extrêmement faibles par rapport aux autres pays. Donc, ils ont profité des relations équilibrées avec les voisins régionaux, le développement d'un tourisme important, et pour devenir un carrefour commercial important. Notamment, leur premier partenaire, c'est les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, donc les deux grands voisins. Ils se sont lancés beaucoup dans les services, notamment dans la représentation. Ils ont convaincu des grands groupes internationaux à s'implanter dans la région pour développer un certain nombre de services. Alors, les deux frères Bahouane ont fait leur fortune dès le départ dans 3 secteurs. L'automobile, l'hôtellerie et la construction. Le BTP. L'immobilier, le BTP. Dans l'automobile, ils se sont fait connaître rapidement puisque, grâce à leur relation privilégiée avec le roi, avec le sultan de Oman, ces groupes étrangers les ont dragués. Parce que à Oman, tu ne peux pas t'implanter dans le pays si tu n'as pas un associé local. Ce qui est la règle pratiquement dans tous les pays du Golfe. Ils ont appliqué la même règle. Donc, les frères Bahouane, c'est eux qui ont introduit, qui sont devenus les partenaires et associés d'un certain nombre de groupes étrangers, comme les grands fabricants de voitures, comme Toyota, Ford, Daewoo, et d'autres marques dans des équipements dans l'industrie, comme l'électroménager, comme Toshiba, ou dans l'agroalimentaire, comme Pepsi et Coca-Cola, ou Pepsi Cola, surtout Pepsi Cola. Donc, c'est comme ça que les frères Bahouane sont devenus riches. Ils sont devenus riches parce qu'ils étaient les partenaires essentiels pour des investisseurs étrangers qui ne peuvent pas s'implanter dans le pays sans un partenaire local. Donc, le sultan de Oman imposait les Bahouane à des groupes étrangers qui voulaient s'implanter. Donc, des pêcheurs ou les milliardaires grâce à leur partenariat. Notamment dans la voiture, dans le véhicule. Ça a réussi, leur partenariat avec Toyota, Nissan, ensuite Renault. Et ça a marché. Comme ils ont gagné beaucoup d'argent, en 2002, les deux frères se séparent. Souheil Bahouane et Saoud Bahouane. Et ils se séparent. Ils divisent, par exemple, Souheil va garder Toyota. Et, Saoud va garder Toyota. Et Souheil va prendre Renault, Nissan. Et chacun a pris des chemins différents. Tout en restant, naturellement, une fratrie très solidaire. En Algérie, nous, on connaît Souheil. Parce que, comme ils ont commencé à beaucoup gagner d'argent, ils ont commencé à s'en lancer dans l'industrie. À Oman, le sultanat a voulu ne plus dépendre d'une économie de service et à se lancer dans des industries à valeur ajoutée. Souheil s'est fait connaître en Algérie en 2007 quand ils ont signé avec un Sonatrach un contrat pour créer une association, pour créer une société qui s'appelle AWA. AWA, c'est, je vous donne la traduction exacte, Sharika al-Jazairiyya al-Omaniyya lil-Asmida. Sharika al-Jazairiyya al-Omaniyya lil-Asmida. C'est une société mixte algéro-omanaise. Elle a été fondée en 2007, en mai 2007, par Souheil Bahouane Holding Group et le groupe Sonatrach pour gérer une usine de production d'urée, d'ammoniac et d'engrais à Erzurum, dans la zone industrielle d'Oran. Ah, c'est pas Erzurum, Betiwa. Voilà, il se trouve à Marsal Hadjaj, pas Erzurum, je corrige, à Marsal Hadjaj, dans la zone industrielle de Betiwa. En 2008, la production commence, c'est l'annonce. Les négociations ont abouti en 2007, mais la création de la société, elle était en 2008. Donc, 49% pour Sonatrach et 51% pour les Omanis. Donc, c'était un grand avantage que l'État a donné aux Omanis. Les Omanis n'avaient pas de grandes connaissances dans le domaine des engrais, etc. Mais l'Algérie leur a donné à l'époque un énorme privilège parce que l'Algérie de Bouteflika, comme l'Algérie de Tebboune aujourd'hui, à l'exception, contrairement, la différence entre Bouteflika et Tebboune, c'est que Bouteflika voulait être l'ami de toutes les monarchies du Golfe, le Qatar, les Émirats, l'Arabie Saoudite, et Oman, comme elle est l'ami, un pays important du Conseil de coopération des pays du Golfe, l'Algérie voulait avoir de très bonnes relations avec les Omanis, comme ça, au cas où, s'il y a un problème avec les Qataris ou les Émirats ou les Saoudiens, les Omanis sont réputés pour être les bons intermédiaires, c'est les diplomates de la région.
À chaque fois qu'il y a un problème dans la région, Oman, c'est le cœur, c'est le centre des négociations et des pourparlers pour trouver des compromis avec les monarchies riches. Donc, on leur a donné cette concession. Et la société, elle a commencé, elle a été une réussite, puisque sa société, elle arrive à gagner jusqu'à 1 milliard de dollars et 90% de sa production, notamment de l'urée, est exportée, 10% elle est vendue localement. En 2022, on estime que sa société a versé pratiquement l'équivalent de 50 millions de dollars au trésor algérien. Donc ça marche. C'est Souheil. Souheil, il s'est implanté en Algérie depuis longtemps, il connaît, il a eu des problèmes. Alors, son investissement en Algérie n'a pas été de tout repos. Il a eu des problèmes avec les autorités algériennes. Il y a eu des enquêtes sur lui pour corruption. Il était très ami avec le régime de Bouteflika, très proche des Bouteflika, notamment de Saïd Bouteflika et de certains de ses amis les plus proches. Il a été avantagé par les Bouteflika. Entre 2021 jusqu'à 2023, 2024, il a eu beaucoup de problèmes. Il est revenu en Algérie. Il pouvait plus venir en Algérie pendant 2-3 ans. Mais comme le sultan de Oman est revenu récemment, comme Oman en personne, le sultan est venu récemment à Alger pour avoir de bonnes relations avec Abdelmajid Tebboune. Donc tous ces problèmes ont été réglés, si vous voulez. Rappelez-vous, le sultan de Oman a fait une visite, c'était au mois de mai 2025. Donc, Hada Souheil Bahouane, c'est lui qui a sollicité le sultan d'Oman, parce qu'il a une très bonne relation avec lui, pour que le sultan d'Oman entre en contact avec Abdelmajid Tebboune, essaye d'établir de très bonnes relations amicales avec Abdelmajid Tebboune, afin toutes ces affaires puissent être débloquées. Parce qu'il a été soumis à des enquêtes, au niveau des enquêtes du fisc, des transferts de devises, ses importations, ses exportations. On l'a beaucoup emmerdé à un moment donné. Comme le sultanat d'Oman, comme chez eux, les autorités protègent les hommes d'affaires. Les champions économiques du pays sont protégés, ils sont encouragés, ils sont préservés. Pas comme chez nous, ils sont sabotés, salis, diabolisés. Le sultan d'Oman est intervenu en personne pour parler avec Abdelmajid Tebboune, pour parler avec la présidence algérienne et protéger les intérêts de Souheil Group dans la société Awa. Donc Souheil, il est devenu, grâce aux bonnes relations entre Oman et l'Algérie, très influent. Et c'est lui qui a conseillé, c'est lui qui a introduit son frère, Saoud, pour venir investir en Algérie. C'est comme ça que Saoud a été imposé comme le partenaire de Hyundai qui voulait revenir en Algérie, mais comme il n'y avait plus d'hommes d'affaires, tous les hommes d'affaires sont emprisonnés, Rabrab a été mis à l'écart, il y a très peu d'hommes d'affaires de grande envergure qui peuvent prétendre pouvoir s'associer avec Hyundai et défendre ses intérêts. Hyundai cherchait, était obligé de trouver un autre partenaire. Et c'est là où Saoud Bahouane entre en jeu, et il dit voilà, il va convaincre Hyundai de s'associer avec lui, puisqu'il va profiter des bonnes relations entre le sultanat d'Oman et de l'Algérie pour s'implanter sur le marché algérien. C'est ça leur histoire, les Bahouane. Sauf que les Bahouane, comme je viens de vous le raconter, sont comme Tahkout. Je vois la différence. Tahkout était l'ami de Bouteflika. Bahouane, c'est des amis du sultan d'Oman. Ils n'ont pas d'expérience dans l'industrie, dans le montage. Ils n'ont pas d'expérience dans l'industrie. Ce sont des concessionnaires et des commerçants. Donc, quelle est leur valeur ajoutée en Algérie? Aucune. Ils n'ont aucune valeur ajoutée. Et pour le moment, parce que Souheil pour Awa, l'Algérie l'a enrichi, elle lui vendait du gaz à des prix préférentiels très bas pour fabriquer des engrais, etc. Et le projet Awa, il a été financé essentiellement par l'Algérie et les banques algériennes. Le groupe Souheil Bahouane n'a mis très peu de capitaux en Algérie. D'ailleurs, on n'a même pas de chiffres clairs sur les investissements des Omanais dans Awa. C'est l'Algérie, son Sonatrach, qui a tout fait. En réalité, le projet Awa, son Sonatrach aurait pu le faire toute seule. Mais bon, il fallait avoir en Algérie, on fait beaucoup plus de la politique. Il fallait avoir de bonnes relations avec les Omanais. On avait besoin d'eux pour faire du lobbying auprès des pays du Golfe. On les a gardés. Donc, Souheil s'est enrichi comme ça. Grâce au gaz pas cher algérien, au financement des banques algériennes et à l'association partenariat avec son Sonatrach. Saoud veut s'enrichir en Algérie comme son frère Souheil. Il veut surfer sur les bonnes relations entre les deux pays pour lancer Hyundai. Sauf que les deux, malheureusement, sont des experts de la corruption, mais de la corruption internationale. Les deux frères Souheil et Saoud, les frères Bahouane, sont cités dans une grande affaire de corruption qui concerne l'ex-patron de Renault, Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, je pense, les Algériens qui regardent Netflix, qui ont Netflix, peuvent avoir
peuvent voir la série sur Carlos Ghosn, comment il a pu fuir le Japon, etc. Il est devenu célèbre lorsqu'il a été enfermé, emprisonné au Japon, ensuite mis sous contrôle judiciaire et remis en liberté provisoire avant d'être jugé parce qu'il est poursuivi pour corruption, enrichissement illicite. Enfin, on va parler de l'affaire Carlos Ghosn. Et le 25 avril 2019, il a été libéré. Ensuite, il s'est évadé de façon spectaculaire. Spectaculaire, je crois que c'était en 2021. C'était en 2022, je crois. 2022. Je cherche l'année, je m'arrête. C'était en 2021 ou en 2022. Voilà, non, c'était le 29 décembre 2019. Plutôt en 2019 qu'il a pu fuir. Il a fui le Japon pour Beyrouth avec un film. Il a été placé dans un conteneur, dans une sorte de gros carton. Ensuite, ce gros carton a transité par la Turquie à bord d'un avion. C'était un film. Franchement, un film. Regardez la série Netflix. Comment Carlos Ghosn, qui a passé 110 jours en prison au Japon, il était assigné, voilà, pas sous contrôle judiciaire, assigné à résidence. Il a payé des experts pour organiser une évasion spectaculaire qui est considérée comme l'évasion la plus spectaculaire, mais franchement la plus spectaculaire de ces 3 dernières décennies. Il a été caché dans un carton, ensuite il s'est enfui dans une malle de musiciens. C'est une malle de musiciens depuis le Japon jusqu'à Beyrouth au Liban, parce qu'il lui, il est libanais, il a 3 nationalités, brésilien, libanais et français. Carlos Ghosn est sous enquête au Japon pour corruption, abus de confiance aggravé, et en France aussi, il est sous enquête, la même chose, pour corruption, pratiquement, pour corruption, abus de confiance, voilà, c'est des accusations qui se rapprochent, on va dire, qui ont trait, c'est des faits de corruption, qui ont trait à l'enrichissement illicite. Et ben, dans l'affaire, l'un des volets de l'affaire de Carlos Ghosn, il y a les frères Bahouane, notamment Souheil Bahouane, propriétaire associé de Sonatrach avec Awa, et le frère de Saoud. Souheil Bahouane, ils sont soupçonnés d'avoir versé plus de 30 millions de dollars à monsieur Carlos Ghosn, qui aujourd'hui fait l'objet de 2 enquêtes, à la fois en France et au Japon. Alors, au Japon, on estime que Renault Nissan a transféré 15 millions de dollars entre fin 2015 et 2018 à Souheil Bahouane, dont 5 millions ont été utilisés par la suite pour payer directement et à titre personnel Carlos Ghosn. C'est-à-dire que Carlos Ghosn, ils ont mis un montage financier. Les maisons mères donnaient de l'argent. Quelquefois, c'est les maisons mères qui donnaient de l'argent aux frères Bahouane. Quelquefois, c'est les frères Bahouane qui versaient de l'argent à la maison mère. Ensuite, Carlos Ghosn puisait, il utilisait des subterfuges pour récupérer une partie de son argent qui se retrouvait sur son compte personnel. Donc, ils ont créé une sorte de caisse réservée au paiement d'urgence, non budgétisée à l'avance, qui correspond à des primes de performance. Et ces primes de performance ont permis aux Bahouane de rémunérer Carlos Ghosn. Carlos Ghosn qui était même, soi-disant, leur conseiller, qui leur permettait de comprendre, de développer leurs activités. Donc, il y a des liens de corruption. La presse française en a parlé, la presse japonaise en a parlé. Par exemple, on estime que en France, je vous donne un exemple très concret, je vous cite des pas. Les investigations françaises se sont concentrées sur les versements par Renault de primes de performance à la société Souheil Bahouane Automobile, un grand distributeur basé à Oman. Ces primes courantes dans l'industrie automobile sont habituellement budgétisées en début d'année et gérées par les différentes élections régionales des constructeurs. Celles destinées à SBA ont bénéficié à la surprise de plusieurs cadres de Renault d'un traitement unique. Elles étaient accordées directement à la demande de Carlos Ghosn depuis la réserve du PDG, une ligne de crédit normalement utilisée dans chacun des groupes pour des frais exceptionnels non budgétisés. Les enquêteurs ont découvert que Nissan avait ainsi versé entre 2009 et 2018, via cette réserve de PDG, 32 millions de dollars à Souheil Bahouane Automobile. Activant ses propres paiements en 2011, Renault lui a versé 12 millions d'euros au distributeur romanais. Le groupe français s'étant même vu demander de verser une première prime directement sur le compte personnel de Souheil Bahouane, le fondateur de SBA, que Carlos Ghosn connaît depuis 1999. Donc, Carlos Ghosn utilisait les Bahouane pour détourner de l'argent à Renault. Il est soupçonné d'avoir utilisé les Bahouane pour détourner de l'argent de Renault. Et Bahouane lui reversait une partie de l'argent qu'ils avaient récupéré via ce système de prime de performance. Donc, la justice française, comme la justice
japonaise soupçonne qu'une large part de ces différentes sommes, ainsi que d'autres avantages financiers exceptionnels offerts à Sohail Bahwan, auraient servi à alimenter par différents circuits un vaste système de détournement de fonds au profit de Carlos Ghosn et de ses proches. D'abord, Sohail Bahwan a versé 25 millions d'euros en 2009 à Carlos Ghosn sous la forme d'un prêt accordé à son épouse. Ensuite, Carlos Ghosn lui-même, il a reconnu devant les magistrats français lors de son audition l'an dernier au Liban qu'il avait bénéficié de cet argent et auprès des Bahwan. Donc, il y a ils sont cités quand même dans une grave affaire de corruption des Bahwan. Est-ce que l'Algérie n'aurait pas pu prendre ses précautions et éviter de s'associer ou de donner un marché important qui est celui des voitures à des personnes comme les Bahwan qui sont habiles et qui sont très futés pour utiliser des systèmes très malins de détournement de fonds et qui sont dans la corruption internationale, parce que Carlos Ghosn, ça c'est la corruption internationale. Il y a des traces qui ont été retrouvées. Par exemple, Carlos Ghosn, il a été payé 7,5 millions de dollars sur son compte personnel dans une banque libanaise de la part des frères Bahwan. Honnêtement, ils ne sont pas constructeurs, ils ne sont pas des industriels, ce sont des commerçants. Ils n'ont pas d'expérience dans la fabrication des voitures. Et pourquoi leur donner le marché algérien? S'il n'y a pas des doutes et des soupçons légitimes de corruption et des velléités de corruption, c'est-à-dire si on ne veut pas les introduire exprès et délibérément pour pouvoir ensuite toucher des pots de vin de la part de ces personnes, pourquoi leur donner le marché algérien? Hyundai veut s'installer en Algérie, elle n'a qu'à trouver un partenaire local. En quoi les Bahwan, quelle est leur valeur ajoutée? Aucune. Mais ce ne sont pas des industriels, c'est des commerçants. Et c'est des concessionnaires. Alors, ils mettent le marché algérien. Je choisis un homme d'affaires algérien. Ça, il n'y a pas d'homme d'affaires algérien. Les Sud-Coréens, ils peuvent rentrer tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'avoir 51-49. Hyundai aurait pu s'installer toute seule, gérer elle-même le site, faire elle-même la production de ses voitures, l'assemblage ou le montage, importer ses propres équipements. Hyundai n'a pas besoin d'un partenaire tout court. Hyundai, c'est un groupe mondial, il a toute l'expérience. Même si on doit lui imposer un partenaire, on aurait pu trouver un partenaire vertueux. Hadou, c'est des spécialistes de la corruption. C'est des spécialistes, c'est des oligarques. Qui m'a t'acoute? Huma bark, mais dérange في الحباس parce que huma les pays qui se respectent ne détruisent pas les groupes les plus importants groupes privés de leur pays, les pays du pays. Les pays qui se respectent ne détruisent pas les groupes privés importants parce qu'ils sont des milliers d'employés et ce sont des vitrines de l'économie du pays. Ils ont une certaine élégance. Là, on n'a pas d'élégance. Les groupes privés, on n'a pas su les préserver. Donc, maintenant, la nouvelle Algérie, elle veut offrir tout le marché des véhicules aux frères Bahwan, qui sont, encore une fois, cités au Japon comme en France, dans un vaste scandale de détournement de fonds et de corruption. Est-ce que c'est pas dangereux pour les intérêts du pays? Et je vous laisse répondre en toute honnêteté. Pourquoi s'associer à des étrangers sulfureux et corrompus alors qu'on aurait pu faire avec Hyundai et les Sud-Coréens ce projet en toute sérénité? Et encore une fois, est-ce que les Bahwan vont ramener 1 centime pour financer Hyundai en Algérie? Je doute fort. Est-ce qu'ils seront vertueux dans leur gestion de ce projet Hyundai en Algérie? Je doute fort. Et leur passif, extrêmement dangereux et troublant, a de quoi susciter des inquiétudes légitimes et soulève des soupçons et de corruption légitime sur ces alliances que les dirigeants algériens veulent nouer avec les Bahwan.